French Peel, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. RTL Midi. Avec Christelle Rebière. Et on revient donc, comme promis, sur la gratuité dans les transports en commun. Vraie ou fausse bonne idée? Nous sommes avec Jérôme Baloge, le maire de Niort. Bonjour. Bonjour. Vous avez mis en place, vous, cette gratuité dans les transports en commun il y a 2 ans. C'était en septembre 2017. Quel bilan vous faites aujourd'hui? Écoutez, un très bon bilan. C'est vrai que ça a été une révolution sociale. Je pense également environnementale. Social pour le pouvoir d'achat des Niortais, pour l'accès à la mobilité plus facile, sans trac administratif, sans paiement, et une accessibilité, un libre accès pour tous. Vous dites que c'est bien au niveau du portefeuille, mais comment faites-vous pour le budget de la commune? Parce qu'il faut quand même le financer, ce manque à gagner. C'est exact, je ne suis pas sûr que toutes les collectivités puissent faire la gratuité des bus facilement. C'était le cas pour Niort, comme pour d'autres villes comme Châteauroux, parce que nous avions un niveau de recette qui était inférieur à 10% du coût d'exploitation. Ah oui, c'est ça. C'était aussi le cas à Dunkerque, dont on parlait tout à l'heure avant l'écran de pub, parce que la billetterie ne représentait que 12% du coût global. Donc c'est ça l'explication en réalité. C'est ça, et puis nous avions de la place dans nos bus, et puis nous avons en effet un budget équilibré, et donc cette équation financière nous permettait de faire ça. À noter qu'on n'a pas forcément les moyens, dans des villes de 60 000 habitants, de s'offrir un tramway, mais par contre on peut avoir une alternative à la mobilité en mettant la gratuité des bus. Est-ce qu'il y a un point noir par rapport, par exemple, des dégradations? Parce qu'on dit que quand c'est gratuit, les gens ne respectent pas les transports parce que la gratuité, c'est comme si ça ne valait rien au fond. Oui. Non, on n'a pas ce constat-là. C'est un service public, c'est vraiment une facilité qui est donnée. Et donc il n'y a pas de dégradation, il y a plutôt même de la convivialité, sans exagérer. C'est vrai qu'il n'y a plus ce rapport contentieux avec le chauffeur. Quand on monte dans le bus, on lui dit bonjour, on n'a pas à se voir refuser l'accès si on ne paye pas. On n'a pas non plus à demander, quand on est chauffeur, l'argent pour monter. On est vraiment dans une relation fluide, stable, dans l'échange et le contact. Alors il ne s'agit pas d'idéaliser, mais c'est vrai que c'est une relation beaucoup plus simple et beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. La fréquentation est en hausse de combien à Niort, dans les transports en commun? Alors on a fait le transport gratuit sur toute l'agglomération, et on a une grande agglomération avec des parties rurales. Donc sur les grandes lignes principales, on va parfois jusqu'à 140% d'augmentation. Sur la ligne 1, oui, on est dans ces... Là on est sur le maximum. Oui. En général, sur toute l'agglomération, donc on est à 30%. Ce qui est un beau taux. Est beaucoup. Est-ce que vous pensez, Jérôme Baloge, qu'on pourrait l'étendre aux villes de plus de 200 000 habitants? Parce qu'on dit que justement c'est bien pour les villes moyennes ou relativement petites comme la vôtre, mais que quand on dépasse 200 000 habitants, finalement, les transports sont saturés et on ne peut pas fournir.
Alors notre agglomération fait quand même 125 000 habitants. Et je crois en effet qu'il y a des limites. Tout est possible. Après, c'est un choix politique et un choix financier. Et nous, on a pu le faire parce qu'on le voulait politiquement, parce qu'on pensait que ça avait un plus social et environnemental, mais aussi parce que c'était possible financièrement. Oui, c'est ça. Donc tout ça fait qu'on n'a pas augmenté les taux d'imposition. Tout est payé par le budget principal. Donc tout est clair et il n'y a pas eu un centime de plus payé par les habitants pour le bus gratuit. Ailleurs, ça peut évidemment se faire, mais c'est un choix qui est d'une toute autre ampleur. Et puis reste la question des capacités. Quand on est à Paris, le bus est parfois plein. Combien d'autres bus faut-il mettre en ligne? Cet enjeu-là, nous, on n'a pas eu à le traiter parce que nos bus étaient relativement vides et aujourd'hui, ils sont pleins. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. RTL Midi. Avec Christelle Rebière. Et on revient donc, comme promis, sur la gratuité dans les transports en commun. Vraie ou fausse bonne idée? Nous sommes avec Jérôme Baloge, le maire de Niort. Bonjour. Bonjour. Vous avez mis en place, vous, cette gratuité dans les transports en commun il y a 2 ans. C'était en septembre 2017. Quel bilan vous faites aujourd'hui? Écoutez, un très bon bilan. C'est vrai que ça a été une révolution sociale. Je pense également environnementale. Social pour le pouvoir d'achat des Niortais, pour l'accès à la mobilité plus facile, sans trac administratif, sans paiement, et une accessibilité, un libre accès pour tous. Vous dites que c'est bien au niveau du portefeuille, mais comment faites-vous pour le budget de la commune? Parce qu'il faut quand même le financer, ce manque à gagner. C'est exact, je ne suis pas sûr que toutes les collectivités puissent faire la gratuité des bus facilement. C'était le cas pour Niort, comme pour d'autres villes comme Châteauroux, parce que nous avions un niveau de recette qui était inférieur à 10% du coût d'exploitation. Ah oui, c'est ça. C'était aussi le cas à Dunkerque, dont on parlait tout à l'heure avant l'écran de pub, parce que la billetterie ne représentait que 12% du coût global. Donc c'est ça l'explication en réalité. C'est ça, et puis nous avions de la place dans nos bus, et puis nous avons en effet un budget équilibré, et donc cette équation financière nous permettait de faire ça. À noter qu'on n'a pas forcément les moyens, dans des villes de 60 000 habitants, de s'offrir un tramway, mais par contre on peut avoir une alternative à la mobilité en mettant la gratuité des bus. Est-ce qu'il y a un point noir par rapport, par exemple, des dégradations? Parce qu'on dit que quand c'est gratuit, les gens ne respectent pas les transports parce que la gratuité, c'est comme si ça ne valait rien au fond. Oui. Non, on n'a pas ce constat-là. C'est un service public, c'est vraiment une facilité qui est donnée. Et donc, il n'y a pas de dégradation. Il y a plutôt même de la convivialité, sans exagérer. C'est vrai qu'il n'y a plus ce rapport contentieux avec le chauffeur. Quand on monte dans le bus, on lui dit bonjour, on n'a pas à se voir refuser l'accès si on ne paye pas. On n'a pas non plus à demander, quand on est chauffeur, l'argent pour monter. On est vraiment dans une relation fluide, stable, dans l'échange et le contact. Alors il ne s'agit pas d'idéaliser, mais c'est vrai que c'est une relation beaucoup plus simple et beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. La fréquentation est en hausse de combien à Niort, dans les transports en commun? Alors on a fait le transport gratuit sur toute l'agglomération et on est une grande agglomération avec des parties rurales. Donc sur les grandes lignes principales, on va parfois jusqu'à 140% d'augmentation sur la ligne 1. Oui, on est dans ces... Là on est sur le maximum. Oui. En général, sur toute l'agglomération, donc on est à 30%. Ce qui est un beau taux. Est-ce que vous pensez, Jérôme Baloge, qu'on pourrait l'étendre aux villes de plus de 200 000 habitants? Parce qu'on dit que justement c'est bien pour les villes moyennes ou relativement petites comme la vôtre, mais que quand on dépasse 200 000 habitants, finalement, les transports sont saturés et on ne peut pas fournir. Alors notre agglomération fait quand même 125 000 habitants. Et je crois en effet qu'il y a des limites. Tout est possible. Après, c'est un choix politique et un choix financier. Et nous, on a pu le faire parce qu'on le voulait politiquement, parce qu'on pensait que ça avait un plus social et environnemental, mais aussi parce que c'était possible financièrement. Oui, c'est ça. Donc tout ça fait qu'on n'a pas augmenté les taux d'imposition. Tout est payé par le budget principal. Donc tout est clair et il n'y a pas eu
1 centime de plus payé par les habitants pour le bus gratuit. Ailleurs, ça peut évidemment se faire, mais c'est un choix qui est d'une toute autre ampleur. Et puis reste la question des capacités. Quand on est à Paris, le bus est parfois plein. Combien d'autres bus faut-il mettre en ligne? Cet enjeu-là, nous, on n'a pas eu à le traiter parce que nos bus étaient relativement vides et aujourd'hui, ils sont pleins. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. L'éco-Indie maintenant avec vous, Martial You. Donc la foire de Paris se termine ce week-end avec le fameux concours Lépine qui récompense les meilleurs inventeurs du moment. Est-ce que ces inventions deviennent des succès commerciaux après? Alors, vous avez 371 trouvailles qui sont présentées cette année pour le concours. En général, 85% des objets présentés ne sont jamais commercialisés et n'iront jamais plus loin que le pavillon des inventeurs de la foire. Il n'empêche, moi, j'avais envie ce matin de rendre hommage à ces créateurs de génie qui, depuis 1901, ont quand même réussi à changer notre quotidien. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de se moquer de ces géos trouve-tout. C'est comme ça depuis toujours. L'art de s'éventer à la mode orientale a fait lui aussi de sérieux progrès, depuis qu'on a adopté la technique du batteur de carpette à moteur. Ça n'a pas percé ça, le batteur de carpette. Il y a toujours des noms bizarres. Alors, au concours Lépine, on a quand même découvert le premier lave-linge en 1922. Ça, c'est vrai, ça. Alors pour la jeune génération, c'est la mère de Denis qu'on entend. Hein, ça c'est vrai, ça. Et puis on avait aussi la tondeuse à gazon, 1930, les lentilles de contact, 1948, la pompe à chaleur solaire, 1982, et le véhicule hybride, 2008. Eh oui, tout ça, Lépine. Mais Martial, quand même une question. Est-ce que le vainqueur du Grand Prix a une chance de faire fortune? Bon, alors là, les fortunes, elles sont très diverses. D'abord, on ne devient pas riche avec la récompense qu'on offre aux gagnants, hein, puisque le prix du président de la République, le plus prestigieux, parce qu'il y a des centaines d'inventions distinguées chaque année par le jury, le prix du président de la République est doté d'un magnifique vase de porcelaine de Sèvres. On va pas devenir riche avec ça, mais la foire de Paris, c'est l'occasion en fait de tester son invention auprès d'un large public, parce que vous devez présenter un prototype obligatoirement, et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des investisseurs qui peuvent financer le passage à la fabrication. On trouve parmi les partenaires de l'association du concours la Banque publique d'investissement, la BPI, qui peut mettre de l'argent pour lancer la phase industrielle. La plupart du temps, il faut bien l'admettre, les inventeurs
inventeurs sont un peu seuls et sont pas des as du marketing ou du business. Mais est-ce qu'on a connu quand même quelques belles histoires industrielles dans la foulée du concours Lépine? Alors, oui, sûrement bien au-delà d'ailleurs des espoirs du préfet Louis Lépine qui avait lancé cette foire aux inventions en 1901. La plus belle success story est celle de Jean Mantelet qui arrive au concours en 1931 avec un presse-purée dont le succès va permettre de créer la marque Moulinex. Parfois, les inventions vont donner naissance à des géants de l'industrie, mais sans que les inventeurs n'en profitent. Le stylo à billes en est un parfait exemple. Un certain monsieur Pasquis présente son idée en 1919 au concours Lépine. Il s'est déjà inspiré d'un Américain. Deux frères hongrois, les Biro, vont perfectionner le système 30 ans plus tard, mais le concept va finalement être acheté dans les années 50 par le baron Bic. Et puis en 1907, Robert Beam présente son aspirateur. Il parviendra à lancer son entreprise Biroum, mais les ventes de cet appareil décolleront un an plus tard avec un certain américain dénommé Hoover. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas un peu ringard comme concours? Alors non, c'est d'ailleurs plutôt un bon témoin de l'évolution technologique de notre époque. Vous avez des inventeurs qui proposent des applications sur smartphone désormais, qui cherchent dans les biotech. Cette année, on trouve une roue de vélo qui transforme votre bicyclette en vélo électrique, un fauteuil roulant équipé de freins, une poubelle qui fait le tri sélectif toute seule. Il faut vraiment voir le concours Lépine comme la manifestation du génie français. Se rappeler qu'on est un peuple d'ingénieurs, d'inventeurs, que le monde entier nous envie, il faut le dire. Mais comme pour les startups ou les écoles d'ingénieurs, derrière les 371 inventions de cette année, on ne trouve que 12 femmes. Merci beaucoup Martial You, l'Eco and You, tous les matins avec vous. À la semaine prochaine. L'Eco and You maintenant avec vous Martial You. Donc la foire de Paris se termine ce week-end avec le fameux concours Lépine qui récompense les meilleurs inventeurs du moment. Est-ce que ces inventions deviennent des succès commerciaux après? Alors vous avez 371 trouvailles qui sont présentées cette année pour le concours. En général, 85% des objets présentés ne sont jamais commercialisés et n'iront jamais plus loin que le pavillon des inventeurs de la foire. Il n'empêche, moi, j'avais envie ce matin de rendre hommage à ces créateurs de génie qui, depuis 1901, ont quand même réussi à changer notre quotidien. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de se moquer de ces géos trouve-tout. C'est comme ça depuis toujours. L'art de s'éventer à la mode orientale a fait lui aussi de sérieux progrès, depuis qu'on a adopté la technique du batteur de carpette à moteur. Ça n'a pas percé ça, le batteur de carpette. Il y a toujours des noms bizarres. Alors, au concours Lépine, on a quand même découvert le premier lave-linge en 1922. Ça, c'est vrai, ça. Alors pour la jeune génération, c'est la mère de Denis qu'on entend. Hein, ça c'est vrai, ça. Et puis on avait aussi la tondeuse à gazon, 1930, les lentilles de contact, 1948, la pompe à chaleur solaire, 1982, et le véhicule hybride, 2008. Eh oui, tout ça, Lépine. Mais Martial, quand même une question. Est-ce que le vainqueur du Grand Prix a une chance de faire fortune? Bon, alors là, les fortunes, elles sont très diverses. D'abord, on ne devient pas riche avec la récompense qu'on offre aux gagnants, hein, puisque le prix du président de la République, le plus prestigieux, parce qu'il y a des centaines d'inventions distinguées chaque année par le jury, le prix du président de la République est doté d'un magnifique vase de porcelaine de Sèvres. On va pas devenir riche avec ça, mais la foire de Paris, c'est l'occasion en fait de tester son invention auprès d'un large public, parce que vous devez présenter un prototype obligatoirement, et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des investisseurs qui peuvent financer le passage à la fabrication. On trouve parmi les partenaires de l'association du concours la Banque publique d'investissement, la BPI, qui peut mettre de l'argent pour lancer la phase industrielle. La plupart du temps, il faut bien l'admettre, les inventeurs sont un peu seuls et sont pas des as du marketing ou du business. Mais est-ce qu'on a connu quand même quelques belles histoires industrielles dans la foulée du concours Lépine? Alors, oui, sûrement bien au-delà d'ailleurs des espoirs du préfet Louis Lépine qui avait lancé cette foire aux inventions en 1901. La plus belle success story est celle de Jean Mantelet qui arrive au concours en 1931 avec un presse-purée dont le succès va permettre de créer la marque Moulinex. Parfois, les inventions vont donner naissance à des géants de l'industrie, mais sans que les inventeurs n'en profitent. Le style
stylo à billes en est un parfait exemple. Un certain monsieur Pasquis présente son idée en 1919 au concours Lépine. Il s'est déjà inspiré d'un Américain. 2 frères hongrois, les Biro, vont perfectionner le système 30 ans plus tard, mais le concept va finalement être acheté dans les années 50 par le baron Bic. Et puis en 1907, Robert Beam présente son aspirateur. Il parviendra à lancer son entreprise Biroum, mais les ventes de cet appareil décolleront 1 an plus tard avec un certain Américain dénommé Hoover. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas un peu ringard comme concours? Alors non, c'est d'ailleurs plutôt un bon témoin de l'évolution technologique de notre époque. Vous avez des inventeurs qui proposent des applications sur smartphone désormais, qui cherchent dans les biotech. Cette année, on trouve une roue de vélo qui transforme votre bicyclette en vélo électrique, un fauteuil roulant équipé de freins, une poubelle qui fait le tri sélectif toute seule. Il faut vraiment voir le concours Lépine comme la manifestation du génie français. Se rappeler qu'on est un peuple d'ingénieurs, d'inventeurs, que le monde entier nous envie, il faut le dire. Mais comme pour les startups ou les écoles d'ingénieurs, derrière les 371 inventions de cette année, on ne trouve que 12 femmes. Merci beaucoup Martial You, les Coin You tous les matins avec vous. À la semaine prochaine. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Lorsque des enseignants choisissent notamment le support numérique, il faut avoir finalement un ordinateur personnel. Il faut avoir un ordinateur pour travailler à la maison, il faut avoir un ordinateur pour venir en cours. Eh bien, la région, en plus de la gratuité des supports, a choisi d'aider les familles à acquérir ces manuels. On a négocié un marché. Il y a plus de 1000 ordinateurs qui viennent d'être achetés dans un premier lot. On a négocié un marché. Ainsi, les familles bénéficient de réductions importantes, jusqu'à quasiment 50% du prix. Ça permet d'acheter un ordinateur sans avoir une charge financière trop importante. Et au-delà, pour les familles d'élèves boursiers, par exemple, boursiers SIPAR, la région va intervenir. Elle intervient pour qu'il ne reste que 20 € à la charge de la famille. Si l'élève est boursier à un nombre de parts inférieur, l'aide existe toujours, elle est moins importante. Et pour un élève qui n'est pas boursier, au-delà de l'aide à l'achat négociée, comme je l'ai expliqué, il y a une aide pour chaque jeune qui est une aide de 30 €. Ainsi, nous facilitons l'obtention d'un ordinateur personnel par tous nos jeunes dans les lycées, et cela sur un principe d'égalité, de justice et de soutien au pouvoir d'achat des familles. Document 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Stéphane Bern contre l'installation de 6 vitraux contemporains qui devraient être installés sur une façade de Notre-Dame de Paris. Il voit même dans la volonté d'Emmanuel Macron un caprice. L'historien et animateur fait part de sa volonté de s'y opposer avec l'aval de la ministre de la Culture afin de mener des recours contre le projet. On l'écoute. Pardon de le dire, mais l'État contrevient aux règles de défense du patrimoine en voulant démonter des vitraux anciens. C'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, c'est cela qui me choque le plus. L'État s'arroge le droit de ne pas respecter des règles qu'il impose à tous. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est le fait du prince, oui, de vouloir avoir des vitraux contemporains. C'est contre ça que je m'érige. On ne peut pas à la fois faire respecter la loi et en même temps contrevenir soi-même à la loi. Est-ce qu'on a vraiment 4 millions d'euros à dépenser pour démonter des vitraux qui ont résisté à l'incendie et pour mettre des vitraux contemporains? Je ne crois pas. Document 3. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Pourquoi les Japonais achètent encore des CD ? La première fois que j'ai vu un CD, c'était en décembre 1987. J'avais 6 ans et j'ai été fasciné parce que c'était comme une sorte de disque du futur, high-tech et couvert d'arc-en-ciel. Et donc, immédiatement, les disques vinyles que j'avais connus jusqu'alors m'ont paru complètement ringards. Pourtant aujourd'hui, ce sont les vinyles qui ont de nouveau le vent en poupe, tandis que rien n'est plus ringard que le CD. Entre 1999 et 2023, les ventes de CD aux États-Unis, par exemple, ont été divisées par plus de 25. Dans le monde, le CD ne représente plus aujourd'hui que 10% des revenus de la musique enregistrée. Et pourtant, au moins un peuple dans le monde continue à acheter des CD. Les Japonais. Intéressant. Au Japon, 40% des revenus de la musique viennent encore du CD, soit 4 fois plus que pour le monde entier. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.